Bienvenue dans cette troisième vidéo Midas consacrée au calcul des instabilités et donc à l'étude des modes de flondement et au calcul non linéaire sur Midas. Donc je me présente, je m'appelle Nicolas Drec, je suis ingénieur en ouvrage d'art, j'ai travaillé chez Matière pendant 8 ans et maintenant je fais du calcul, du design de pont en freelance. Et je travaille aussi pour Midas, revendeur Midas France, et je suis aussi spécialisé dans les logiciels de remontée mécanique. Donc vous avez peut-être pu suivre les deux dernières vidéos que j'ai faites, une concernant l'étude d'un treillis sur Midas et puis la deuxième sur l'étude des ponts mixtes avec Midas. Et cette troisième vidéo, en fait, elle a pour but de vous présenter euh, quelques méthodes. Le but n'est pas de rentrer dans le détail des règlements de l'Eurocode, etc. Ça, il y a vraiment beaucoup de documentation sur Internet et de vidéos aussi qui le font, mais vraiment de se focaliser sur la manière dont ça fonctionne sur Midas. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est le flambement d'une barre simple, pour vraiment voir le basique des fonctionnalités Midas. Ensuite, on va étudier un treillis pour regarder en fait euh, comment fonctionne un treillis en fait dans le flambement généralisé, parce que on sait que les phénomènes d'instabilité ils peuvent être globaux ou locaux. Donc le treillis peut avoir du flambement local bien sûr, mais aussi du déversement généralisé, etc. Et donc on peut étudier ça de manière assez fine sur Midas. Ensuite, je vais étudier donc les parties 3 et 4. En fait, on va étudier une poutre isostatique en plaque 1D, en barre 1D, excusez-moi, et en plaque 2D. Et pour ça, en fait, ce que l'on va mettre en relief, en fait, c'est l'utilisation intéressante parfois des plaques 2D et d'une analyse non linéaire géométrique et matériaux pour, on va dire, analyser finement les effets qui peuvent être des effets de voilement, de torsion, etc., qui sont pas toujours simples à apprécier quand on fait de la barre 1D ou même quand on applique les règles Eurocode, en sachant que les règles Eurocode, le plus basiquement, quand on pense flambement, on pense au flambement critique de compression, mais il y en a pas mal d'autres, notamment euh, la torsion, mais aussi le flambement par flexion, torsion, etc. Et en fait, on se rend compte que que ces analyses-là à l'Eurocode, elles sont pas forcément simples à mener, rien que par le fait qu'il faut réunir tous les paramètres de moment, de tranchant, etc. Et si vous faites ça avec des feuilles Excel, vous le savez peut-être aussi bien que moi, c'est pas toujours simple à gérer. Certains logiciels le font très bien, d'autres un petit peu moins bien, et globalement, il y a toujours un peu des écueils là-dedans, et souvent, une analyse en plaque 2D permet quand même de réconcilier le tout, et de manière parfois un peu plus simple et efficace. Donc on va tout de suite commencer avec l'étude du flambement d'une barre. Alors, je vais montrer un document qui est un document en fait de chez Robot Structure Analysis, mais je l'avais dans mes documents et c'est vrai que c'est un exemple assez simple qui permet de rappeler quelques indications un peu importantes quand on fait du flambement, notamment de treillis, etc., pour la constitution du modèle. Alors, en fait, je vais simplement reproduire avec Midas cet exemple très simple qui est l'exemple d'un poteau. Et donc, c'est un poteau HEA200 qui est articulé en pied, il est tenu en tête horizontalement. Donc en tête, bien sûr, il est libre en Z, mais il est guidé XY. Donc il a une inertie liée à ce qu'est un HEA200. Et on va étudier donc la charge critique de l'air. Et donc il est rappelé, parce que ça c'est la littérature qui donne ça, et qui dit que donc il y a une charge critique suivant Y, suivant Z, et que donc nous on s'attend à avoir un flambement pour la valeur 1107 kN. Et donc, dans cette documentation Autodesk, les gens mettaient bien en alerte sur le fait de dire que si vous mettez sur votre barque un nœud en haut, un nœud en bas, vous pouvez avoir des valeurs un peu fausses, et notamment des problèmes, en fait, des problèmes dans l'évaluation de cette valeur par le mode de flambement. Alors, on rappelle pour ceux qui sont peut-être un peu plus novices sur ces sujets-là que, en fait, les calculs au flambement vous permettent de donner, en fait, vous allez dire, je mets une sollicitation sur une structure, avec des efforts que je décris, admettons l'effort il vaut 500, et ben l'étude au flambement va vous proposer des modes propres, des déformations, etc. Et va aussi vous donner un alpha critique. Et ce alpha critique, en fait, c'est normalement le facteur par lequel, si vous multipliez la charge que vous avez mise, vous avez la ruine pour ce mode de flambement. Alors ça ne veut pas dire que
Si par exemple vous avez 1, c'est bon. Il faut parfois faire une analyse plus poussée. L'Eurocode propose des tas de choses, si c'est supérieur à 10, si c'est inférieur à 10, si vous avez fait des études non linéaires, pas non linéaires, etc. Donc c'est pas simplement un critère qu'on passe comme ça. L'Eurocode propose une démarche, à nouveau je ne vais pas le refaire ici, il y a ce qu'il faut dans l'Eurocode 3, mais voilà, c'est assez intéressant, enfin, dans l'Eurocode 3 et dans d'autres. Ici, en fait, ce qu'il dit, c'est que voilà, nous, le alpha critique, bah, du coup, si on met 500 kN, vous voyez, c'est un poteau en tête, on met 500 kN, or la charge critique, normalement, c'est 1100, donc on s'attend à avoir un peu plus de 2. Et en fait, ce que disent Autodesk dans ce truc-là, mais qui est commun, je dirais, à beaucoup de logiciels, hein, c'est que si on met pas assez de nœuds, on peut avoir une imprécision en fait sur la valeur des alpha critiques. Notamment donc une imprécision sur l'évaluation de ces modes de flambement. Et donc quand ils rajoutent plein de nœuds, vous voyez, ils ont rajouté des nœuds, et ben on s'aperçoit qu'on arrive à la bonne valeur ici. Donc voilà, c'est vraiment l'étude de la division du poteau. C'est simplement pour rappeler en introduction que quand vous faites des modes de flambement, réfléchissez bien à votre maillage, au nombre de nœuds que vous avez fait, est-ce que vous avez fait des plaques, des barres, etc. Et aussi au degré de liberté que vous avez autorisé. Si vous autorisez, par exemple, pas certains déplacements selon Y sur certaines zones, etc., il ne faudra pas s'étonner si on ne voit pas de mode propre dans ces choses-là, dans ces déplacements-là. De même que, par exemple, si vous mettez une structure treillis avec un contreventement, par exemple en cornière L50, que vous mettez des croix et que vous allez mettre un cas de charge devant, vous allez peut-être, si toutes vos croix en cornière L50, il y en a des comprimés, et ben vous allez voir peut-être 50 modes propres qui concernent des diagonales qui vont flamber parce qu'elles sont comprimées. Donc parfois, il faut avoir, je dirais, le réflexe de pressentir les modes propres que vous allez voir arriver et d'éliminer tout ce qui peut gêner en fait dans ces calculs de mode propre. Donc on a l'habitude souvent de supprimer des barres comprimées pour l'étude des modes propres parce qu'on sait que ça va polluer l'échantillon de résultats qu'on va avoir. Voilà, donc je commence par ce petit modèle poteau. Donc voilà, je vais faire le poteau simple. Je réouvre, alors j'ai pas tout réouvert, ça va prendre un tout petit peu de temps à chaque fois. Hop, ça arrive. Voilà. Donc ici on a un poteau, je vous montre les appuis. Les appuis, ils sont ici. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, je vais supprimer un comme ça, on revoit tout ensemble, etc. Donc j'ai fait un poteau, je lui ai mis un effort de 500 kN, j'avais créé un cas de charge tout simple hein, qui s'appelait effort 500 kN, voilà, il est vers le bas, vous avez vu j'ai encastré, alors j'ai pas du tout encastré, j'ai bloqué en pied articulé, sauf que j'ai bloqué la rotation ZZ pour pas en fait que ma barre tourne sur elle-même. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait, et là-haut c'est bloqué XY. Maintenant, pour commander une analyse au flambement, bah, sur Midas c'est assez simple. Vous allez dans Analysis, Buckling, et là par exemple je vais commander 4 modes propres, ou même un ou deux, enfin en fait on s'en moque. Et vous pouvez dire load factor. Donc ça, c'est le nombre de modes propres que vous allez demander à Midas de calculer. Parfois, il peut vous dire qu'il doit arrêter le calcul parce que vous lui en demandez trop de modes propres. Or, on n'a pas toujours une infinité. Et donc là, en deuxième chose, vous avez load factor range. Donc en fait, si vous avez des valeurs qui sont positives, ça veut dire qu'il va chercher des chargements qui créent euh, ces modes de ruine, ces modes de flambement en accroissant vos charges. C'est-à-dire, si vous avez moins 500 kN, il va pas chercher à retourner la force, il va pas chercher à tendre la structure, il va continuer à regarder avec, voilà, en fait, il va pas affecter d'un signe moins 1 les charges ou d'un signe moins quelque chose. Voilà. Donc si on fait du positive value, on est sûr que ce sera toujours des charges descendantes dans notre cas. Si on avait mis des charges négatives, vous voyez, si vous aviez une structure qui était tendue, il aurait pu trouver des modes propres avec des charges négatives pour la comprimer et la faire flamber. Voilà. Dans certains treillis un peu complexes,
on a plus facile à converger parfois en cochant cette cache considère actual force only. C'est un cas que j'ai déjà rencontré, donc bon, il faut se rappeler que c'est là. Euh, voilà, et ensuite vous indiquez la combinaison de flambement. Pour le flambement, c'est toujours important, quand on parle du alpha critique, de savoir de quoi on parle. En fait, le alpha critique, il est calculé sur la charge qu'on va classer dans variable. Donc imaginons que vous aviez le poids propre de votre structure et que ça, vous dites, moi je fais une étude à l'ELU, je mets 1,35 fois le poids propre, plus, admettons, 1,50 ou 1,35 fois une charge variable. Eh ben, est-ce que vous allez annoncer un alpha critique sur la totalité de cette charge, c'est-à-dire le poids propre et la charge variable, ou est-ce que vous l'annoncez sur simplement la charge variable? Et c'est important parce que la charge variable, en plus, elle peut créer des chargements qui ne sont pas du même type que la charge propre. Donc, la nature même des efforts, si par exemple vous avez une structure très lourde mais vous avez beaucoup de vent, bah, le vent il est latéral. Si vous voulez agir sur le vent, bah, voilà, dire que le alpha critique c'est 5 fois le vent. Si j'avais aussi augmenté 5 fois le poids de la structure, c'est pas du tout pareil en termes même de résultats sur les modes de flambement. Donc c'est important de bien choisir ça. Et quand vous expliquez vos résultats, bah, de l'expliquer aussi. Ici j'ai qu'un cas, donc forcément je vais avoir une structure variable, enfin un cas de charge variable ici pour ça. Et donc là, je dis OK. Donc je lance le calcul. Bon, alors là, c'est très rapide, hein. On voit que ça a trouvé ce qu'il fallait. Midas job is successfully completed. Voilà, donc je vais dans les résultats. Alors dans les résultats, bon, bah, je peux étudier des choses hein, comme par exemple l'effort de compression dans la poutre. Voilà, j'ai bien mes 500 kN, on les voici. Et pour les modes de flambement, vous voyez, donc là je suis dans Result, mode shape, buckling mode shape. Et donc, buckling mode shape, je regarde le mode 1 par exemple avec contour pour afficher la déformée. Le premier mode, j'ai rien, enfin j'ai rien en fait, on ne sait pas si c'est un truc axial ou pas. Euh, et le mode 2, qu'est-ce que j'ai? Alors est-ce que c'est, oui, c'est parce que j'ai tellement pas de nœuds que du coup on voit pas la déformée. Voilà, donc c'était ce qui était intéressant. Alors sur robot, vous voyez, là on aurait vu la déformée même s'il y avait que deux nœuds. Sur Midas, vu qu'on n'a pas de nœud au milieu, on la voit même pas en fait. Donc ce que je vais faire, c'est alors, en revanche, vous voyez, j'ai 2,58, j'ai quand même un load factor, mais on voit pas le mode propre clairement. Après, j'en ai à 2,70, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais... alors, ça veut pas dire que ça n'a pas fonctionné, ça veut dire qu'en fait, vu qu'on a deux nœuds et que lui, il affiche surtout entre les... Voilà, il va faire un mode comme ça, et là on a deux nœuds, ben, ça pose un problème. Donc ce que je fais, enfin, je sais que c'est pas très clair ce que j'ai dit, mais je me comprends. En gros, il va afficher la déformée au niveau des nœuds, et comme il n'y en a pas, là, c'est plus compliqué. Donc ce que je fais, c'est que je vais diviser ma structure, et par exemple, admettons qu'on la divise en deux. Voilà, je la divise en deux, j'ai un nœud au milieu, je recalcule. Et là, result, buckling mode, on va regarder le mode 1, légende de contour. Voilà, donc là, j'ai ce mode-là. Et ce mode-là, d'ailleurs, si je fais cubic interpolation, voilà, on a une forme un peu mieux. Et donc, on voit qu'on a cette déformée-là. Et là, vous voyez, on l'a eu pour 2,23, le alpha critique. Et si je fais 500 fois 2,23, bah, ça fait 1115, alors on est pas mal, on est proche quand même de la valeur de 1107 qu'on s'était donné ici en objectif, alors en objectif théorique, mais qui normalement est plutôt bonne, 1107. Et on va voir que si on divise un peu plus, voilà, donc je vais resélectionner, puis je vais diviser par 10. Donc là je vais avoir plein de nœuds. Voilà, je recalcule. Ça va vite aussi, c'est logique. Et puis là on va regarder légende contour. Là j'ai 2,21,3, ouais, bah c'est quasiment pareil. Et si je fais 500 fois 2,21,3, je suis à 1106,5. Donc là j'ai atteint la valeur exacte attendue par la théorie. Donc c'est bien, on a ce qu'on veut. Voilà, alors c'était vraiment une petite introduction. Ce que je vais faire, ah oui, alors il y a autre chose. Vous auriez pu faire aussi. Donc là, vous voyez, on a étudié un mode propre avec un alpha critique qu'on trouve, etc. Bon, c'est pas mal. Ce qu'on peut faire, et on le verra par la suite, c'est qu'on peut étudier avec des sorties en automatique des valeurs de design, en fait, enfin, une étude des sorties en fait qui calculent selon l'eurocode avec Midas.
Alors Midas, c'est quand même un logiciel qui à la base n'est pas fait et pas orienté Eurocode, mais ils ont mis tout en place pour le faire. Alors voilà, moi j'ai plutôt généralement une habitude à la main sur ces sujets-là. Ça marche aussi de le faire comme ça. Vous voyez, moi j'ai mes feuilles Excel dans lesquelles bah, j'ai l'aire de ma section, le module Jung, et puis je mène mon étude à la main avec mes différents facteurs. C'est vrai que j'ai plutôt cette habitude-là, mais on peut tout à fait aussi prendre l'habitude de le faire avec les fonctions automatiques du logiciel, et je vous le montrerai après, je vais vous le montrer après. Ici, en fait, j'ai mis aucune combinaison possible, mais on peut le faire quand même rapidement. Vous voyez, si je fais load combination, style design, si je fais une combinaison hop, style, hop, je vais dire, on va dire que c'est une charge LU, et je vais dire strength, ok, très bien, hop, et là, je vais faire dans design, oui, alors il faut quand même que je remplisse, en fait, il y a quand même quelques petites données à remplir qui sont notamment, il faut expliquer au logiciel quelles sont les longueurs libres de flambement, parce qu'en fait, ces choses-là, il faut les calculer, etc. C'est pour ça que vous verrez à la fin, parfois je trouve que l'analyse manuelle pour ces choses-là, elle peut être mieux, en tout cas pour l'analyse euh, post, post-traitement, quoi. Et vous voyez, style design, vous pouvez faire style code check. Là, il va vous dire OK, HEA 200, et vous pouvez faire detail. Et donc, il va vous éditer un rapport dans lequel, en fait, vous avez des choses, notamment votre section est de classe 2, est de classe compacte, etc. Donc, en fait, c'est même pas uniquement pour la vérification d'un flambement, c'est vous faites un design complet d'une structure, vous pouvez avoir pour des familles de profilés, des familles de sections, une PRS ou quelque chose comme ça, vous pouvez avoir toute une analyse de votre structure et de vous dire, voilà, vous retrouvez toutes les réglementations, les gammes M0, M1, M2, etc. Et ensuite, voilà, euh, la vérification axiale, donc ça va vous dire que vous êtes à 0,262 sur 1, donc c'est OK. Et là, normalement, still checking, vous avez des ratios, etc. Alors, est-ce qu'il y a le calcul au flambement ici? Voilà, check ratio of buckling resistance. Et là, vous voyez, il y a une étude NED sur NBRD, donc le NBRD qu'on aurait pu calculer à la main dans la feuille Excel, et ça vous dit que pour cette barre, c'est OK. Et donc, vous avez même le détail de ces choses-là, dans les deux sens. Vous avez les lambda critiques, etc. Donc, vous avez les NBRD, et vous voyez que le NBRD ici, il valait 664, donc bah, c'est intéressant quand même, ça permet de fournir une vérification directe. Alors forcément, en fonction des profilés, etc., et même des sollicitations, vous n'avez pas toujours toutes les mêmes vérifications qui tombent, notamment sur le flambement de torsion, etc. Donc, c'est vrai que c'est que quand on arrive à des niveaux d'analyse un petit peu plus poussés, il faut être vigilant, mais Midas en tout cas propose quand même un certain nombre de vérifications nativement qui peuvent être quand même assez bien pratiques pour vérifier une structure globalement. Surtout quand on sait que c'est de temps en temps difficile. Je pense notamment voilà quand il faut réunir tous les moments, les efforts de compression, c'est pas toujours simple. Et donc vraiment Midas vous propose des vérifications de vos profilés et de vos sections automatiquement, ce qui est quand même très intéressant. Voilà pour ce poteau et pour un peu cette mise en avertissement sur voilà les histoires de maillage, etc. Maintenant, je vais vous montrer l'étude d'un treillis pour une analyse en flambement généralisé. Alors quelque part, ce qu'on a fait là, c'était du flambement généralisé, hein. On n'était pas sur du flambement local de bah, la tranche de la semelle, parce que simplement on est sur une étude 1D, et donc il n'y a pas cette étude, ça reste une barre 1D, donc il n'y a pas l'étude du voilement de l'âme ou du flambement de la semelle. Ok, j'en quitte ça, et donc on va regarder un treillis. Donc le treillis, bah, c'est justement d'ailleurs une structure qui est un peu similaire à celle qu'on voyait en fond d'écran. Alors, c'est un ouvrage qui fait à peu près 80 mètres de long, étudié à l'Achetaut, et donc là, on va étudier le flambement généralisé, euh, majoritairement. Alors, donc, vous voyez que c'est une structure assez simple malgré tout. Elle n'a pas de contreventement en haut, hein, donc on s'attend à avoir un flambement des membrures supérieures ici. Euh,
Alors, c'est une étude à l'HTO, donc avec du deadload, un poids complémentaire, un UDL et un camion. Il y a une combinaison, ELU, alors Strength 1 quand c'est de l'H2O, avec des coefficients un peu différents de l'Eurocode, mais peu importe. Et donc, dans cette étude, moi j'ai fait une étude de buckling avec 10 modes propres. Lorsqu'on fait, oui, parce que je vous ai pas montré, mais j'ai quand même des nœuds intermédiaires ici. Voilà, j'ai des nœuds au milieu là. Et donc, quand on fait un peu des larges structures comme ça, treillis, il est assez essentiel pour pas avoir euh, des modes très très bas qui en fait sont pas forcément réalistes, de cliquer sur Consider Axial Force Only dans ce cas-là. Et ici, vous voyez, dead load et poids complémentaires, ils sont en constant. Et en variable, j'ai les deux poids de camion et du DL. Donc on y va, hop, on va calculer la structure et on va observer ça. Et surtout, ce qui va compter, c'est la suite. Donc là, vous voyez, alors je pourrais regarder un peu ce que, je sais pas, donne la structure en termes de stress quand je suis à l'ELU, par exemple, déformé, légende. Vous voyez, j'ai des contraintes jusqu'à 370 MPa. Bon, voilà, c'est une structure assez sollicitée malgré tout. Et donc, mode shape, buckling mode, mode 1, légende contour, tac. Voilà, ça c'est notre premier mode qui est un mode de déversement général de la structure avec un facteur alpha critique de 5 fois 24. Ça veut dire qu'il faudrait multiplier par 5 fois 24 les deux charges variables que j'ai choisies pour arriver à la ruine euh, théorique. Ça ne veut pas dire que c'est la ruine réglementaire ou que si je n'ai que je pourrais aller jusqu'à 5 fois 24, hein, c'est pas ça, hein, l'Eurocode encadre ça, l'HTO aussi, mais c'est ce que ça donne. Après, en termes d'autres modes, bah, il y en a d'autres, hein, voilà, on trouve des modes de flambement, de treillis assez classiques malgré tout. Voilà. Et donc, quand on a ça, nous, notre but, c'est d'étudier la stabilité d'un ouvrage qui part comme ça pour se dire est-ce que ça va marcher ou pas. Donc, l'Eurocode vous propose dans l'Eurocode 3, vous avez cet organigramme, un peu ce logigramme avec des réponses oui-non qui vous permet de dire en fait si par exemple j'ai un mode de flambement avec un alpha critique supérieur à 10, alors c'est bon si c'est supérieur à 15 ou autre. Donc ça, on peut bien sûr s'en servir, c'est très intéressant, c'est assez pratique, etc. Mais si malgré tout on a une étude assez fine et que par exemple là je me dis que mes sections localement elles n'ont pas de voilement, bah, je peux me dire simplement tiens est-ce que ma structure tient à la ruine et donc l'Eurocode vous donne un cadre réglementaire quand même pour pousser vos structures et pour les traiter numériquement avec des logiciels comme ça. Et donc quand on fait ça, euh, généralement, eh ben, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre à jour son modèle avec une imperfection, c'est-à-dire on sait que ce mode propre, c'est le premier, et ben, on va dire, moi ça m'intéresse de l'étudier, donc pour étudier la stabilité à la ruine de cette structure, je vais mettre à jour mon modèle. Et donc Midas propose une fonction pour ça, update model with imperfection, et donc moi je vais dire que sur le mode 1, je vais modifier en fait ma géométrie initiale pour créer un nouveau modèle qui a déjà en lui une déformée comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait après je vais refaire une étude complète, sûrement non linéaire, géométrique à matériaux, mais pour une structure qui peut déjà partir, qui a déjà l'initiation, le défaut géométrique de ça. Et donc, par exemple, dans l'Eurocode, vous avez des valeurs qui vous permettent de dire en fonction de telle structure, vous avez tel déformé. Je sais que pour des barres, etc., là je vous le fais un peu de tête, mais c'est souvent L sur 200, et ça vous pouvez aller regarder ce que dit la littérature là-dessus. Mais par exemple, là si ça fait 80 mètres et que je dis que je le fais diviser par 200, ça fait un défaut de 40 cm. Donc je vais dire, moi je crée un défaut de 0,40 et je vais appeler ça update de 2 parce que je l'avais déjà fait de l'autre côté. Voilà, donc moi, vous voyez là, il m'a changé le nom de ma fenêtre et là je suis en update 2. Et donc maintenant, j'ai une structure, vous voyez, qui a déjà la déformation dans son modèle initial. Et ça m'a supprimé le buckling mode. Parce que effectivement, là, le but, ce n'est pas de refaire une étude de buckling, c'est de faire une étude qui va montrer que cette structure, elle est stable. Donc pour faire ça, moi, ce que je vais étudier, c'est la ruine vraiment de l'ouvrage. Est-ce que, dans un cas de ruine, je suis stable?
Alors pour ça, je vais empiéter sur une méthode un peu qu'on trouve dans l'Eurocode 3 partie 1.5 qui concerne en fait l'analyse élément fini d'éléments par méthode voilà, autre que ce qui est proposé dans l'Eurocode avec des formules, mais vraiment par une analyse d'éléments finis. Et donc, en fait, l'Eurocode vous dit que c'est possible de justifier des éléments comme ça, mais que vous devez vérifier la stabilité voilà, pour les calculs modèle élément fini, voir l'annexe C. Et donc, dans l'annexe C donc du 1.5, donc en fait c'est l'étude des plaques, etc. D'avoir quelque chose de sensiblement similaire pour les barres et autres, c'est que vous pouvez dire finalement je vais amplifier ma charge ELU, ma charge ultime, par un facteur qu'on prend souvent environ à 1,25, et donc vous allez faire un modèle non linéaire géométrique à matériaux, c'est souvent comme ce qui est recommandé de faire, mais pour une charge amplifiée de 1,25. Donc là, vous allez regarder si vous avez la convergence, on va dire, de cette chose-là. Donc là, vous voyez, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais dire, mon matériau, hein, c'était du S460. Euh, ben, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais dire que mon matériau, je vais lui donner une loi de plasticité. Donc je vais me mettre en newton par millimètre pour me mettre en MPa. Et je vais faire plastique matérial et je vais lui donner une loi de plasticité de Van Mises et je vais dire 460. Voilà, hop, 460, je la remplis et maintenant il faut que je l'affecte cette loi à mon matériau parce que si je fais pas ça, elle n'est pas affectée. Donc j'ai le matériau et je vais dire plastic data, plastic material name 460. Tac. Donc lui, maintenant il a une loi de plasticité. Et désormais, je vais étudier un algorithme non linéaire. Alors, non linéaire, mais je vais l'étudier sur une combinaison particulière, parce que faire du non linéaire, on sait que euh, on ne peut pas sommer linéairement des cas de charge. Donc il me faut une combinaison. Et vous voyez ce que je vous ai dit avant là sur cette chose-là, c'est que vous pourrez regarder, hein, c'est dans l'Eurocode, ce paragraphe c'est dans l'Eurocode 3 partie 1.5, donc sur les plaques. Et donc dans l'annexe C partie 9, vous avez toutes ces informations concernant en fait un facteur d'amplification de charge pour permettre de justifier des structures aux éléments finis, juste avec des modèles éléments finis. Et donc là, moi je vais faire l'étude en regardant en fait, je vais faire une combinaison. Donc là, vous voyez, j'ai ma combinaison ELU, je vais faire ELU 1,25, donc c'est ELU fois 1,25. Hop, et je vais dire ELU, tac, 1,25. Et ce qui est pas mal, voilà, donc là elle est faite ma combinaison. Et ce qui est pratique dans Midas, c'est que, vous voyez, là ma combinaison ELU, c'est vraiment une combinaison linéaire des résultats que j'ai ici. Mais si moi je veux en faire un cas de charge à part entière pour être calculé tout seul, là je suis un peu coincé, il faudrait que je sais pas que je recompose ça, sauf qu'il y a une fonction qui est possible, qui est load, et vous pouvez create load case using load combination. Voilà, donc moi je vais dire c'est cette combinaison là, je la prends, et je lui dis apply. Et donc il va me créer, vous avez vu, NELU 1,25 et il m'a créé en fait la somme de tout ça en un seul cas de charge. Donc c'est super, je vais pouvoir l'utiliser. Maintenant je paramètre ce que je veux faire comme analysis non linéaire. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire du géométrique non linéaire et du matériel non linéaire, matériaux. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Si la structure est en rupture, et ben normalement elle ne doit pas trouver la convergence. Si la structure fonctionne, elle va trouver la convergence. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire j'applique le poids, enfin les charges pardon, en 10 fois. Ça veut dire qu'il va vraiment diviser en 10 fois l'intensité des charges. Donc si par exemple vous vouliez mettre une seule charge de 500 kN, bah, il va faire par tranche de 50 et augmenter. Comme ça, si ça s'arrête à 450, vous allez voir, vous allez dire, ouais, vous allez dire, bah, ça a marché jusqu'à 450 et le pas numéro 10, il n'a pas réussi à converger au bout des 30 itérations proposées. Donc moi je dis ok. Donc voilà. Parce qu'en fait, voilà, il découpe le poids, enfin les charges, pardon, en 10 étapes. Et sur chaque étape, il s'autorise 30 itérations pour converger dans ce que je viens de faire. Donc là, en fait, on ne le voit pas parce que c'est assez rapide, en fait. Mais vous voyez que là, à chaque fois, il fait les 10 découpes de charge. Parfois, il met 3. Bon, en fait, il va assez vite. Et là, il a tout trouvé, il a convergé pour tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma structure, malgré le défaut géométrique, elle a été stable ici. On peut donc aller dans les résultats et regarder, par exemple, les efforts.
et par exemple les efforts FX, et on va voir que dans ce cas, ici, ben voilà, on a eu la convergence au step 10, 10 sur 10, donc on est plutôt satisfait parce on voit qu'il n'y a pas la ruine. J'attire votre attention sur le fait qu'il faut être prudent. Euh, Quand vous voulez mettre des matériaux plastiques, il faut absolument que les barres que vous prenez ne soient pas des barres que vous avez pris, on va dire, que vous avez conçu vous-même à partir d'un modèle AutoCAD par exemple. Il faut que ce soit des barres du répertoire Midas, sans quoi il ne peut pas appliquer les modèles plastiques dessus. Donc ça c'est vraiment important. Donc là, voilà, vous avez une première manière de voir les choses pour du flambement généralisé et de voir comment on mène une étude de stabilité à l'ELU pour justifier la structure. Maintenant, je vais quitter ce modèle-là et vous présenter les dernières choses que je voulais vous montrer, c'est-à-dire l'analyse d'une poutre ISO en élément 1D ou 2D. Alors, sur l'élément 1D, je vais aller très vite parce que vous allez voir que c'est pas très intéressant. Euh, voilà, hop, Midas, PRS. Voilà, donc c'est une barre qui fait 5,10 m. Alors, la raison, c'était pour une raison d'étude sur une étude de cette PRS en plaque. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est une PRS très 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 fine sur l'âme et même sur les semelles aussi, qui est une classe 4 assez forte. Donc, vous voyez, ça, cette PRS là, si je vous montre un petit peu ce que c'est une PRS qui fait alors 1 mètre de haut, 30 cm de large sur les semelles, 4 mm d'épais sur l'âme et 10 mm d'épais sur les semelles. Donc elle est fortement en classe 4 et donc lui on donne pas très cher de sa peau pour le flambement notamment local, on va dire le voilement de plaque et même peut-être le voilement des semelles. Donc si cette plaque elle est pas ready, vous pouvez faire vos études manuellement, hein, ce que j'ai fait de mon côté. Ça montre que, en gros, cette poutre, elle a une capacité très faible, et notamment l'âme en 4 mm, elle est pas exploitée jusqu'au bout du tout parce que elle est tellement élancée qu'il y a des flambements qui apparaissent très très tôt. Voilà. Donc ça, c'est une PRS qu'on a envie de raidir très fortement si on veut l'utiliser dans ces épaisseurs-là, qui peut fonctionner, mais qu'il faut raidir. Et donc si on se dit que c'est par exemple un morceau de poutre d'un portique de bâtiment, c'est souvent, il y a des pannes qui lient les choses en haut et en bas, et donc souvent, on va dire elle est maintenue transversalement. Voilà. Donc là, en termes d'appui, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des supports. Ici, j'empêche la torsion, je suis bloqué. Ici, je suis bloqué en Z et j'empêche aussi la torsion. Ici, j'ai juste un blocage transversal. Et je mets un chargement assez fort, hein, je mets 30 tonnes par mètre environ. 30 tonnes au mètre de chargement linéaire. Donc quand on calcule ça, voilà, si je calcule cette poutre-là, je vais avoir des efforts de stress, par exemple, beam stress, ça va être normalement assez élevé, si je me mets en newton par millimètre, voilà. Donc là, oui, j'ai combien? Sur le poids propre, j'ai quasiment rien. Et sur la surcharge, je suis à 280 MPa, etc. Donc, comme on la regarde comme ça, on se dit, bon, bah chouette, ça marche, etc. Bon, en fait, ça marche pas du tout une tôle comme ça, une poutre comme ça, parce qu'elle voile bien, bien, bien avant. Alors, on pourrait regarder, donc si on fait load combination, dans style design, vous voyez, j'ai mis le LS avec le poids propre et le chargement variable, alors qu'en fait, j'ai déjà rempli le chargement comme un chargement LU, c'est pour ça que j'ai mis 0,74 sur le LS et du coup 1 sur le LU, peu importe. Et donc j'ai regardé en design ce que ça donne. Et donc j'avais déjà rempli, si je me trompe pas, les longueurs en fait euh, de flambement normalement si tout va bien, mais je peux les remettre, ça pose pas de souci. Si par exemple je dis effective lens factor, unbrace lens, et si je mets 5000, 5000 pardon, hop, ici là, ouais, ça va faire pareil là et là, que je sélectionne tout ce beau monde, tout le monde j'ai dit, hop, voilà. Et donc on va faire style design, style code, check, option.
Bon, il dit qu'il n'est pas content parce qu'il est en rouge. Et donc, qu'est-ce qu'on va observer rapidement? On va voir que alors, c'est pas forcément toujours simple d'aller voir ce qui est OK, ce qui n'est pas OK. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup plus de choses qu'avant. Style code checking, cross section, slenderness, OK, OK. Alors, où est-ce qu'on va pas être content? Il y a forcément des choses qui vont pas aller, hein. Voilà, là, vous voyez, par exemple, le check ratio of shear resistance. Bon, lui, il est pas très content déjà, on est bien au-dessus. Buckling resistance. Oui, en termes de bending moment resistance, ça va. Même si au fond ça aurait flambé déjà depuis belle lurette. Lateral torsioning effect, donc lui il dit qu'il est content. Vous voyez, il vous fait cette vérification de lateral torsional buckling resistance. Euh, il a l'air plutôt de dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent bien. Et la réalité, c'est que quand on regarde une poutre comme ça, en vrai, il n'y a pas de raison qu'elle s'en sorte bien. Elle est bien trop peu ready. Euh, bon, déjà ici on voit un shear resistance, bah, c'est ce qui va faillir le plus, hein. Mais on pourrait même se demander si les semelles vont pas flamber aussi, etc. Vous voyez que déjà, si vous avez suivi votre recode correctement, normalement, jamais vous designez une poutre comme ça aussi élancée, etc. Bon, mais on va dire que l'analyse en termes de poutre, ça permet de faire des choses, mais il faut se méfier dans ce cas-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étudier, cette plaque, mais je vais vous la montrer avec des raidisseurs. Alors on pourrait même enlever les raidisseurs. On va le faire pour rigoler. Rigoler, façon de parler, c'est pas non plus l'éclate, mais voici ce qu'on va faire. Euh, donc j'ai modélisé la même structure, et là vous voyez, elle a des raidisseurs. Alors j'en ai mis qu'un côté parce que c'était intéressant de le faire comme ça et ça fonctionne pas mal. Vous voyez, j'ai refait cette même poutre finalement avec des plaques 2D. Donc j'ai du 10 mm en haut, j'ai aussi des abous, j'ai la lame en 4, j'ai mis des petits montants en 4,5, bon c'était pour les repérer, et en 3,5 d'autres petits montants, c'était pour aller vite. Et donc moi comment j'ai étudié ça, ben, j'ai pris l'Eurocode, j'ai regardé mes voilements de panneaux, et puis j'ai disposé des raidisseurs histoire en prenant ma courbe de moment et ma courbe de tranchant, de suivre en tout cas la bonne disposition des raidisseurs pour les espacer au mieux, les plus optimisés. Et puis ici, dans l'âme, j'ai essayé de regarder les zones comprimées voilà, pour conserver, on va dire, un maximum de résistance au moment aussi. Donc si on fait ça, on a un chargement LU et là c'était un buckling analysis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite vous montrer sans raidisseur ce qui va se passer déjà. Voilà, sans raidisseur, on va enlever tout ce qui est. Voilà, on va enlever les raidisseurs. Tac. Là, vous voyez, j'ai enlevé les plaques, mais par contre, j'ai encore plein de nœuds qui volent dans l'espace, donc on va tous les enlever. Voilà, donc j'ai cette poutre-là et je vais la calculer au flambement. Donc là, on va voir que on va pas donner cher de sa peau. Si tout se passe bien, ça va mal se passer. J'ouvre l'autre modèle ready en attendant, comme ça, on le garde sur le côté, prêt à être réutilisé. Voilà, donc j'ai fini mon modèle sans raidisseur et vous allez voir normalement dans Result, Mode Shape, bon bah premier mode, contour, hop, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens pour un coefficient 0,12, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire passer 0,12 de cette charge-là, j'ai un voilement comme ça, donc un gros voilement d'âme, mais vous voyez que ça emmène un peu la semelle aussi, qui doit pas être bien raide, et qui elle-même part aussi. Donc ça vous invite à vous dire, bah, de toute façon, l'effort, je le passe jamais là-dedans. Pour rappel, hein, je remonte quand même les appuis que j'avais mis. J'avais une tenue haute et basse des semelles, d'ailleurs un peu mal répartie, et puis j'avais l'appui rotulé ici, hein. Donc si on regarde la déformation générale sur le LU, hein, vous allez voir, on va retrouver un truc assez sain. Voilà, c'était ça. À l'ELU, on avait cette représentation-là, hein, donc pas de souci. Là, vous avez vu 0,12, j'ai un coefficient de flambement ridicule, donc ça veut dire qu'on passe pas du tout en fait la charge qu'on veut. Donc la poutre, elle est vraiment pas ready du tout, et donc là, on a vraiment du flambement localisé qui nous plaît pas. Je quitte. Maintenant,
Ça c'est celle sans raidisseur. Bon, ok, sans raidisseur. Et celle qui est ready alors, je la réouvre. Bah, désolé, j'ai pas dû rouvrir la bonne alors. Celle qui est ready, qu'est-ce qu'on va en faire? Ben, on va la calculer et surtout, hein, voilà, le travail, le gros du travail, il est ici en fait sur la disposition des raidisseurs parce que vous, ce que vous voulez faire, c'est tuer tous les modes, en tout cas inférieurs à 1 et peut-être même plus, qui rendent cette poutre instable, en tout cas pour les voilements locaux. Donc là, c'est la même poutre, ready, buckling analysis comme ça. Quand on fait de la plaque, on n'a pas besoin de faire le consider axial force only sur une charge variable, hein, qui est cette même charge de 300 tonnes. Et donc là, quand on le calcule, bah, elle est déjà calculée. Buckling mode shape, mode 1, légende contour. Alors c'est peut-être pas parfait, mais vous voyez que j'ai un coefficient 1,16, ce qui veut dire que normalement on pourrait faire passer l'effort. Voilà, donc vous pouvez réduire un petit peu les amplitudes des, des rendus, voilà, comme ça, et vous voyez que bah, il y a ce mode en bas, puis il y a ce mode en haut, etc. Et donc ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon bah voilà, est-ce que là, bah, avec ça, je converge ou pas? Et donc, ce qu'on a envie de faire, et c'est ce que j'ai fait là, bah, c'est de mettre à jour cette poutre et de la recalculer, comme je vous ai expliqué avant, c'est-à-dire faire une analyse non linéaire géométrique sur cette poutre-là, et vous voyez, faire update model with imperfection, et donc, bah, pourquoi pas le faire, hein. Là, j'ai quelque chose qui doit faire 60 cm de haut ou un peu plus, donc 60 cm divisé par 200, si on fait L sur 200, ça fait 0,3. Donc, bon, on pourrait dire, allez, je mets un ventre de pardon, excusez-moi, c'est 600 mm, 600 mm divisé par 200, donc ça fait 3 mm. Admettons que je mette voilà, 3 mm de défaut, et donc je dis update 2, hop, sur ce mode 1, donc ça me fait ma poutre à nouveau, et donc là, en revanche, au niveau des matériaux, j'ai moins 355, il faut que je lui redonne des propriétés, voilà, on va faire von Mises, 355 pour faire un matériau en fait qui est plastique, hop, plastique, 355, Mises, hop, et donc, hop, ensuite on va l'affecter ici, bon, tout est en 355, non, 355, voilà, donc là je l'ai affecté mon matériau, et maintenant je vais surtout faire mon analyse non linéaire pour mon chargement, donc non linéaire matériau aussi, en 10 étapes, et c'est parti, donc on va calculer ça. Donc là, ça peut prendre du temps parce que ben, le modèle il est peut-être un peu plus riche que ce qu'on a fait, bien sûr. Il a plus de nœuds, plus de plaques, etc. Et donc là, vous voyez qu'en fait, bah, il fait des incréments au niveau de la charge, donc il l'a coupé en 10 ma charge, et donc il essaie de faire passer ça. Et vous voyez que plus ça va avancer dans le chargement, plus on va avoir un grand nombre de pas pour obtenir la convergence, et peut-être même ne pas l'obtenir du tout. Donc on va voir ça. Donc là, vous voyez, jusqu'à la 10e opération, c'est bon, on a obtenu la convergence. Alors, est-ce que vis-à-vis de l'eurocode, c'est bon ce que j'ai fait? Bah, c'est bien d'avoir obtenu la convergence, sauf que l'eurocode, on se rappelle bien de ce qu'on s'était dit avant, c'est qu'en fait, il nous propose une analyse où on dit, ok, on fait une analyse élément fini, mais il faut prendre un cas de charge avec un 25. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est pas recalculer comme j'ai fait, c'est de prendre votre charge ELU et c'est de la multiplier par 25 et de faire ce calcul-là. Donc ça, je l'ai fait, bah, on peut le refaire, hein, c'est pas... En fait, il faut faire cette charge de 204, la remultiplier, et dans ce cas-là, bon, je l'ai déjà fait ici, en fait, voilà, update fois 1,25, donc c'est le même fichier, hein, donc je vais le réouvrir. Et alors là, je pense que ça avait échoué, c'est-à-dire que en fait, il y a un cas où il n'était pas content, il n'avait pas pu converger jusqu'au bout. Donc beam stress, non, plane stress. Et donc voilà, le chargement élu fois 1,25, lui je l'avais fait en 20 steps. Donc si par exemple je vais au 15e step, j'avais convergé. Vous voyez, avec des contraintes, il y a du rouge parce qu'on plastifie certaines zones, etc. Donc on a des étendues de plastification assez sérieuses, qui d'ailleurs sont pas vraiment... On sent que la ruine va peut-être pas avoir lieu ici, même si vous voyez que la semelle quand même part beaucoup, qu'on a le voilement de lame qui augmente. Après, il faut voir dans quelle proportion, parce que ça, en fait, c'est encore les restes de mon mode propre.
Donc si on fait real displacement, peut-être qu'on n'a pas tout à fait cet effet-là. Voilà, en fait, on voit finalement pas grand-chose. Et si je vais au pas numéro 20, normalement, si on avait vu le calcul se dérouler, il vous aurait montré que ça ne convergeait pas. Vous voyez, on a un joli décor d'art contemporain numérique qui montre que là, ben, ça n'a pas bien trouvé. J'imagine peut-être le pas 17, est-ce qu'il a trouvé quelque chose au pas 17? Oui, on a trouvé quelque chose, et au pas 19 par exemple, là, pareil, là, on n'est pas content. Donc, il y a eu échec, donc ça veut dire qu'on n'a pas convergé, et donc, on peut conclure que par la méthode Eurocode, ça n'a pas fonctionné, et donc que euh, cette poutre n'est pas satisfaisante. Voilà, donc c'était un peu ce que je voulais vous montrer. En tout cas, c'est vous inviter à regarder parce que l'Eurocode propose quand même des solutions pour faire des analyses numériques très intéressantes. Et vous voyez, analyser le flambement de ce ventre-là, de la semelle éventuellement, vous n'aurez pas pu le faire avec des simples barres 1D. Et parfois, il peut être plus intéressant de prendre le temps de faire ce modèle avec des plaques et d'être quand même encadré par l'Eurocode pour avoir une méthode d'analyse qui existe et donc de regarder des instabilités avec un taux de confiance assez bon malgré tout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et de cette présentation. Je vous remercie et puis n'hésitez pas à me contacter si besoin ou Don Kim. Je vous remercie, à bientôt.